Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, Emmanuel Dissoubret, product leader en freelance, vient nous parler du product marketing comme on en entend rarement parler. Ex-CPO chez EasyMovie, il nous raconte comment le product marketing a permis de transformer le business model de l'entreprise pour passer du mode agence de production vidéo et prestation de services au monde du SaaS, où le produit devient le cœur de la proposition de valeur. C'est donc tout un changement de mindset et de culture d'entreprise qui a été opéré dès 2017 pour permettre à EasyMovie de croître et d'aller conquérir les US. Dans cet épisode, Emmanuel nous raconte cette histoire passionnante et nous explique les enjeux pour passer d'une entreprise de service à une entreprise orientée produit avec un modèle SaaS. Le rôle du product marketing dans cette transformation avant-gardiste, comment il a structuré son équipe produit avec comme première recrue une product marketing manager, l'évolution des missions et du scope du PMM pour s'adapter aux 4 étapes de croissance d'EasyMovie, et plein de conseils pour capitaliser un maximum sur la fonction product marketing. Bonne écoute! Salut Emmanuel, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup de me recevoir Carlotta et très heureux d'être ici pour parler un peu product marketing. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Du coup, je m'appelle Emmanuel Dissoubret. Je suis tombé dans le produit en 2012 à Paris, donc où c'était encore assez nouveau, dans une start-up qui s'appelait Multiposting, qui a depuis été rachetée par SAP. Et voilà, et en fait, ça a été un peu mon fil rouge. J'ai toujours fait du produit pendant du coup plus de 10 ans. Principalement, presque exclusivement d'ailleurs en start-up, avec une petite expérience entrepreneuriale. Et voilà, des start-up de 1 à plus de 100 personnes. Et presque tout le temps en SaaS, B2B, plutôt mid-market, grand compte. Et voilà, et depuis 1 an maintenant, je fais du freelance, où j'alterne du coup différentes missions, toujours en produit bien sûr. Et en parallèle, pour m'amuser, je monte quelques petits projets, quelques petits produits que je commercialise un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis maintenant 1 an. Peut-être qu'on aura l'occasion à un autre épisode que tu nous parles un peu de tous ces projets, comment lancer un nouveau projet, un nouveau produit. Ça pourrait être passionnant. Mais pour cet épisode, on va parler d'une de tes expériences passées pour mettre en lumière comment est-ce que le product marketing t'a permis de transformer tout un business model dans une entreprise dans laquelle tu travaillais. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte de quelle entreprise il s'agit, quand est-ce que c'était, quelle était la taille de l'équipe, quel était ton rôle, etc. Donc je vais surtout parler d'EasyMovie, qui était une entreprise qui permet d'améliorer la communication des entreprises grâce à des vidéos. Donc c'est vraiment des vidéos filmées. Moi je les ai rejoints en 2017, l'entreprise existait depuis 2013, et c'était parti donc depuis 2013 sur l'idée de créer des vidéos avec le téléphone. Donc 2013 c'était assez nouveau, c'était l'iPhone 4 pour situer. Faire des vidéos pro institutionnelles avec son téléphone, c'était assez nouveau, très innovant. Et donc moi je les ai rejoints en 2017 parce qu'il y avait, ça commençait à très bien marcher. En fait, à la base, c'était vraiment une agence de production vidéo. Et il y avait trop de demandes, grosso modo, donc besoin d'automatiser les choses et de faire rentrer finalement de la techno. Et donc, je les ai rejoints pour vraiment ce passage d'une entreprise de service, qui était une agence de prod vidéo, à quelque chose qui n'était pas encore nommé à l'époque, mais devenir un vrai SaaS, où en fait le produit prenait sa place. C'était vraiment ce qui était vendu. Et c'était plus que des vidéos, on va dire, à l'unité. Et donc voilà, donc j'ai fait 2017 à 2023, et un passage, moi quand je suis arrivé, il y avait une quinzaine de personnes, et l'entreprise est montée à plus de 100 personnes, avec un modèle, en tout cas au début, pendant pas mal d'années, autofinancé, rentable. Donc qui était aussi une des particularités, et les clients, c'était principalement le CAC 40, tout ce qui était plutôt assez grand compte en France, et à partir de 2019, un gros passage aussi aux US. On en parlera justement. Et quels étaient les principaux enjeux quand tu es arrivé sur ce projet? Parce que c'est quand même un move énorme, enfin, de mindset, de manière de travailler, qui était aussi assez avant-gardiste par rapport à la date. C'était le tout début du SaaS en fait. Ouais, tout à fait. Je connaissais déjà assez bien le SaaS. Ma première expérience, du coup, chez Multiposting, où ils avaient fait, dès 2012, le pari du cloud et du SaaS assez tôt. Donc, c'était un monde que je connaissais finalement assez bien. Mais le gros challenge, c'était une transformation d'entreprise, de passer d'une entreprise service à une entreprise produit. Et donc, à un SaaS. Et c'est venu assez progressivement, même si j'ai fortement poussé dès le début, mais il y a eu déjà développé vraiment un produit. Et là où le produit était un peu secondaire, c'est devenu principal, parce que là, le montage était automatisé, du coup, des vidéos.
C'était changement de business model, où avant c'était des vidéos qui étaient vendues un peu à l'unité, où là c'était un abonnement et avec des vidéos illimitées. C'était changer toute une culture d'entreprise finalement pour les commerciaux de ce qu'on va vendre, pour le marketing de comment on le présente, avec une différence d'état d'esprit qui était une agence, c'est toujours un peu one shot ce qu'on fait, même si bon après il y a la relation avec le client qui est très importante. Là c'était vraiment capitalisé sur tout ce qu'on va faire. Donc en termes produits, en termes client facing, de partout. Le produit qui était un peu secondaire et qui était un peu un outil, on va dire presque c'était un outil quand même pour les clients déjà, mais qui servait plus de back office à en fait le cœur de la proposition de valeur. Donc ce qui est vraiment vendu et ce qui va être entre les mains des clients. Donc voilà, donc ça beaucoup d'enjeux et on va en parler, mais un gros besoin du coup de product marketing pour faire le lien entre le produit en train d'être construit et le reste en fait, le marché externe et en fait aussi en interne. Justement, quand tu parles de product marketing, est-ce que déjà, en fait, quand là tu évoques ces problématiques, tu pensais au product marketing en tant que tel, ou c'est là maintenant avec le recul où tu te dis en fait tout ce que tu as mis en place, les personnes que tu as recrutées, c'était du product marketing mais sans le savoir? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, quand j'avais recruté la première personne, la product marketing qui est arrivée, je l'avais pas recrutée pour un poste de product marketing. C'est-à-dire, c'était pas une fiche de poste que j'avais ouverte ou c'était vraiment délibéré, je voulais recruter ou un product marketing. Ça arrivait un peu par hasard. Après, très vite, j'ai senti qu'en fait, c'était la bonne personne pour faire ça. En fait, c'était la première personne que j'ai recrutée en CDI, du coup, dans l'équipe produit. Et du coup, qui a été ma product marketing manager pendant plusieurs années. Et ouais, en fait, j'ai senti que donc je recrutais des personnes assez généralistes, parce que là, on était une vingtaine peut-être, à cette époque-là, côté dans toute l'entreprise. Donc assez généraliste en produits, avec une culture du coup très autofinancée rentable, donc quand même assez commerciale, où bien sûr, fallait délivrer, mais fallait aussi beaucoup accompagner les commerciaux. Et moi, déjà, cette vision de ce qu'on va vendre, donc là, on vendait encore les vidéos, et c'était encore un produit un peu au soutien des vidéos, mais encore avec beaucoup de services. Et j'avais déjà cette vision de on va devenir une entreprise SaaS. Donc comment on va faire évoluer tout ça, et notamment même culturellement en interne. Et donc voilà, et donc un mélange de c'était la bonne personne, c'était le bon moment, c'était le bon contexte. Et là, du coup, très vite, quand même, je savais qu'en fait, cette personne, son rôle, ça allait être, et son job, ça allait être vraiment de product marketing. Et donc, je l'ai formalisé à ce moment-là. Et donc, c'était démarche, en fait, trouver la bonne personne et voir qu'en fait, naturellement, cette personne prenait ce rôle-là, plutôt que moi chercher proactivement et dans l'organisation un product marketing manager. Et tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur, dans quelle mesure l'approche du product marketing t'a aidé à mettre, en place ce switch de mindset, au sein de l'organisation? Il y avait finalement 2 défis, hein, quand on bascule d'une boîte très service à une boîte produit. Il y a bon, le marché et les clients, ce qu'ils vont accepter, ce que c'est ce qu'ils recherchent, est-ce que c'est leurs besoins, est-ce que c'est la bonne solution. Et finalement, ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, en tout cas moi, dans mon expérience, hein, chez EasyMovie, ça a été faire un switch, une bascule interne, où on avait vraiment fait dans la continuité, on avait une super équipe avec des commerciaux, à l'époque on les appelait des consultants et pas des CSM, mais voilà, toute l'équipe vraiment client-facing. Et donc on a voulu faire dans la continuité en gardant les mêmes personnes, et en gardant vraiment la même structure, et en faisant évoluer toute l'entreprise, et pas en recréant par exemple une filiale ou en isolant un peu la partie produit. La clé, ça a été comment réussir cette transition dans la continuité sans créer vraiment de rupture. Et du coup, en montrant en fait l'intérêt et en faisant gagner la confiance d'une équipe où il y avait presque personne, hein. Le CTO était là depuis le début, il était tout seul. Quand je suis arrivé, il y avait lui plus un développeur. Lui, il était pas à full time. Il avait aussi une autre entreprise en parallèle. Donc, quand je suis arrivé, finalement, ça l'a pérennisé et il est venu en full time. Quoi, il n'y avait aucune confiance parce que le produit était très, très secondaire dans la tête de tout le monde et ça marchait très bien. Moi, je suis arrivé parce qu'il y avait une grosse traction commerciale. Donc, les commerciaux étaient au centre de l'entreprise et c'est vraiment eux, en fait, qui distribuaient un peu en fonction de ce qu'ils vendaient et les choses à délivrer. Et donc là, arriver à leur dire, vous allez changer un peu votre façon de vendre. Donc déjà, prouver et aller avec eux pour leur montrer que en fait, on pouvait vendre un produit, que les clients étaient intéressés. Donc finalement, la confiance, elle a été prouvée par rapport au marché, mais surtout prouvée aux commerciaux que c'était un business model viable et que en fait, de leur demander de changer de façon de vendre, et ils y allaient avoir des résultats et eux allaient s'y retrouver aussi d'un point de vue financier, prime, rémunération. Comme il y avait beaucoup de services, en fait, que le produit soit un peu buggé, pas très fiable et tout ça, c'était pas un problème, vu que l'humain compensait tout. Là, on changeait un peu ça, donc comment
Bon, bien sûr, il fallait améliorer le produit, mais au-delà de ça, c'est faire comprendre que maintenant, la qualité du produit, ça allait être un sujet. Donc voilà, donc ça, c'était même aussi pour les équipes techniques, mais aussi leur faire comprendre que maintenant, les évolutions du produit, là où avant, c'était pas très important finalement, là, ça allait être quelque chose d'important et qu'il fallait un peu apprendre, fallait utiliser le produit et voilà, fallait vivre avec parce que c'était plus simplement le résultat qui comptait, mais il y avait aussi toute l'expérience intermédiaire. Et voilà, et en fait, ça a été beaucoup d'évangélisation du métier, qu'est-ce que c'est que le métier du SaaS, quoi, finalement. Et un peu partout, du coup, expliquer les métiers, pourquoi on recrutait beaucoup de développeurs, pourquoi on construisait une roadmap, quelles étaient les échelles de temps aussi. Parce qu'avec le service, finalement, l'échelle de temps, c'est presque l'heure ou la journée. Là où côté produit, forcément, même si on restait assez petit, assez agile, on commence à rentrer dans des échelles de temps à la semaine ou au mois. Pourquoi aussi l'équipe produit interagissait beaucoup du coup avec les clients aussi en direct, et donc aussi d'une relation assez exclusive finalement entre les client facing, donc qu'on appelait à l'époque les consultants ou les commerciaux. Pourquoi il y avait aussi d'autres personnes qui venaient. Voilà, donc ça a été grosse partie de gagner la confiance d'un peu tout le monde en interne et d'embarquer tout le monde dans ce nouveau projet d'entreprise qui n'était pas forcément ce pourquoi ils avaient signé initialement, mais du coup leur montrer tout leur intérêt et voilà, et aligner ça avec l'intérêt de l'entreprise. En fait, de ce que je comprends, il y avait vraiment ce côté formation, enablement en interne. Et après, comment est-ce que on s'assure que les commerciaux, les consultants délivrent les bons messages en externe. Donc, c'était vraiment aller de l'interne vers l'externe et ensuite l'externe vers l'interne, c'est ça? Exactement. Les deux ont été faits. Tu l'as très bien résumé. C'est souvent ça, hein, de toute façon, je crois que c'est Facebook qui résume un peu ça comme ça, en product marketing, mais c'est un peu être the voice of the customers and the voice of the product. C'est exactement ça. Je pense, nous, on a eu un gros besoin en fait d'être crédible en interne et donc d'aller vraiment se frotter au marché. Et donc on faisait énormément de rendez-vous clients, ce qui était de toute façon un peu dans l'ADN de l'entreprise, mais énormément de rendez-vous pour vraiment connaître parfaitement le marché, les clients, créer vraiment des liens. Donc typiquement, peu de temps après mon arrivée, on a commencé à créer les premiers événements clients qui étaient organisés par du coup le produit et le product marketing. Et c'était vraiment l'agenda et ça, tout était géré côté produit. Et voilà, et les commerciaux, en fait, on leur disait un peu, voilà ce que vous allez faire, mais voilà de quoi on a besoin, voilà nous qui on veut rencontrer et ça, et on connaissait vraiment chaque client personnellement. Donc il y a eu ça, et vraiment montrer à tout le monde, en fait, côté produit, on n'est pas, on est l'inverse en fait d'une équipe dans son bocal, un peu isolée et tout ça. On est justement, on connaît les clients presque mieux que vous, quoi. Et en tout cas sur d'autres plans, mais vraiment sur leurs besoins, on les connaît très très bien. Et ça aussi, c'était pour ramener bien sûr et comment construire vraiment la roadmap au-delà des demandes un peu spécifiques de chaque client, arriver à trouver comment mutualiser les demandes. Et l'autre point, ça a été de former énormément en interne. Donc là, il y a eu gros travail. Il y a eu bien sûr tout ce qui était positionnement, les USP, tout ce qui est points différenciants. Mais il y a eu aussi les former, c'est d'autres techniques de vente, c'est d'autres argumentaires. On se positionnait plus comme une agence plus lean, plus rapide et moins chère, mais comme aussi un outil technique. Donc comment faire rentrer ça alors qu'on avait les mêmes interlocuteurs, on n'a pas changé de persona. Comment répondre à différentes objections, parce qu'il y avait quand même de nouveaux interlocuteurs qui venaient dans le cycle de vente. Comme on devenait, c'était plus du service, c'était un produit, donc ça passait aussi plus par les achats, par la DSI, alors au début on n'avait pas trop, mais il y a eu des premières problématiques de sécurité qui sont venues assez vite, parce qu'on faisait du grand compte. Donc voilà, comment répondre à ça, là où avant, ils n'avaient pas du tout ces questions-là. Et faire comprendre pourquoi maintenant, dans les euros qui allaient rentrer en chiffre d'affaires, on allait aussi beaucoup investir dans l'équipe technique et l'équipe produit. Qui était aussi un changement encore une fois, d'état d'esprit. Donc voilà, donc c'était ça finalement la grosse fiche de poste, on va dire, product marketing. Un bon tiers, voire la moitié quand même, tourné très très client, mais aussi une grosse moitié tournée interne. Ouais, faire du sales enablement et plutôt du client facing même enablement. Et faire de l'évangélisation, vraiment introduire une culture produit. Donc voilà, on a mis plein de choses en place et ça s'est plutôt très bien passé, mais ouais, c'était un énorme boulot. C'est super intéressant ce que tu disais au début, de dire qu'en fait, l'équipe produit s'est construite avec un product marketing manager en place. Du coup, je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur quel a été l'impact en termes d'organisation, de répartition des tâches. Comment est-ce que ça s'est passé en fait quand l'équipe produit s'est étoffée et qu'il y a eu des product managers, un ou plusieurs product marketing managers. Je ne sais pas si au final tu en as recruté plusieurs ou une seule personne. T'as raison, je pense que ça c'est assez atypique. Et d'ailleurs, je l'avais pas prévu comme ça, donc
Et c'est vraiment le concours de circonstances et la bonne personne, le bon moment et un fit très très fort avec tout le monde. Donc c'est l'aspect humain finalement, surtout qui a déterminé ça. Et donc du coup, moi j'ai construit l'équipe produit avec, la première personne c'était une product marketing manager et ensuite il y a eu le recrutement, c'était un PM et un designer. Et donc finalement, après, en faisant grossir l'équipe, la product marketing était déjà en place. Donc on était encore petit, donc je recrutais encore des PM très généralistes typiquement. Et donc avec aussi une grosse appétence business. Et donc avec un peu cette fibre aussi quand même, un peu entrepreneuriale ou product marketing. Mais il y avait déjà cette personne en place, donc la répartition, il fallait quand même l'acter et montrer un peu quelles sont les limites pour optimiser un peu tout ça. Ça s'est fait plutôt bien, je pense, et assez naturellement. Donc il y avait une partie un peu théorique de fiche de poste. Et après, il y avait beaucoup en fait de pratico-pratique, mais finalement, comme ils arrivaient et qu'ils voyaient déjà le scope et ce que faisait tous les jours la product marketing, bon, en fait, ils voyaient eux comment s'insérer dans ce dispositif. Donc, il n'y a pas eu de gros frottements là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a commencé à avoir 2-3 PM, c'est qu'il y a eu un. Alors là, on rentrait dans une deuxième phase, mais c'est que finalement, le scope même de. Donc là, le SaaS était déjà bien adopté dans l'entreprise, et voilà, même tous les nouveaux commerciaux, tout ça, en plus, l'entreprise grossissait pas mal, donc finalement, tous ceux qui rentraient, les consultants étaient devenus CSM, donc en fait, tout s'était passé, et donc cette partie enablement de la PMM s'est transformée finalement en enablement des PM aussi vers le product marketing. Donc ça, c'était rigolo, deuxième phase de vie. Et donc là, c'était vraiment, il y avait presque un rôle un peu aussi cadrage, presque opérationnel, quoi. Ça a toujours été la vision, en tout cas que moi j'ai eue, c'est comment aussi permettre, quoi. Je voulais pas que le ou les product marketing soient le goulot d'étranglement et qu'il y ait un risque en fait de ralentissement pour sortir des nouvelles fonctionnalités et du coup aller jusqu'à leur adoption. Mais je voulais aussi que chaque squad soit responsable de tout, en fait, de toute la chaîne. Et donc c'était comment en fait côté product marketing, on va outiller aussi les PM pour lancer des fonctionnalités, pour faire la com, pour aller chercher du feedback, lancer des phases de bêta test, pour aller savoir en fait qui contacter, aller faire des entretiens réguliers. Et donc voilà, donc là la relation était aussi pas du tout hiérarchique, hein, c'est toujours dans le monde du produit la difficulté aussi, mais comment côté PMM finalement, les PM allaient reporter aussi certaines actions au PMM. Donc encore une fois, je pense, ça c'était peut-être le côté aussi un peu atypique, mais là où, en tout cas j'ai vu des exemples où c'était pas mal aussi, les PM finalement ont le cycle et décident un peu de la roadmap et voilà, jusqu'au moment où après ils vont presque passer le ballon au PMM. Là, c'était presque un peu différent parce que c'était presque en amont en fait. Côté PMM, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en place et du coup, les PM s'installaient dans ce dispositif et avec le soutien. Et bien sûr, après, il y a des choses où côté PMM, ils étaient plus à l'aise que côté PM. Donc, cet accompagnement-là. Et pour te répondre sur la deuxième partie de la question, donc combien on avait après de PMM et tout ça. En fait, ce qui s'est passé, mais ça encore une fois, c'est très lié au contexte, c'est que donc à cette époque-là, je pense qu'on avait 4 PM, et donc il y avait 4 product teams, et une PMM. Ça commençait à être un peu light, et donc on se demandait qui on va recruter. Mais encore une fois, ça passait assez bien, parce que les PM prenaient aussi une grosse part opérationnelle de ce qui, je pense, souvent est dans le rôle des PMM. Mais nous, en fait, c'est le moment où on est aussi pas mal parti aux US. On commençait à avoir des très gros clients aux US, et donc il y avait un vrai besoin plus enterprise, où en fait les besoins même d'accompagnement des commerciaux changeaient pas mal. Et donc là, on a recruté du coup plutôt un profil pre-sales ou solution consultant, qui était justement à mi-chemin entre PMM et quand même une partie plus pre-sales traditionnelle, donc vraiment dans l'équipe commerciale. Et donc des exemples très concrets, c'était aussi besoin de répondre beaucoup plus à des appels d'offres, des RFI, des RFP, besoin de rentrer dans des documentations, voilà, les tableaux Excel à plus de 100 lignes, où checker un peu les cases, voilà, jouer un peu ou influencer, on va dire, sur les appels d'offres, sur comment les construire et tout ça avec les partenaires, valider un peu les aspects sécurité aussi, technique, legal, voilà. Et aux US, c'est assez costaud là-dessus. Donc voilà, on a recruté là côté pre-sales, ou du coup product marketing, là il y avait un vrai interfaçage à faire avec cette partie pre-sales. Et jusqu'à d'ailleurs la dernière phase qui s'est passée où là on était vraiment enterprise. Et en fait même la personne product marketing, elle était passée du coup côté vraiment. En fait c'est plus global sales enablement, et le besoin était plus d'aligner toutes les bonnes pratiques entre France et US qui étaient nos deux gros pôles commerciaux.
De ce que je comprends, c'est que, le product marketing, il a vraiment eu une fonction à la fois d'enablement et c'était presque du conseil quand tu parlais de la relation PM-PMM, de, pouvoir, accompagner, les PM dans, tous les travaux qui peuvent être, du très spécifiques PMM, quand ça devient de la création de contenu pour le produit spécifiquement et cetera. Pour, pouvoir, toujours délivrer de la valeur et pas avoir, comme tu disais, ce goulot d'étranglement où, il y a un PMM pour 4 PM donc faut limite faire la queue leu leu et et des tickets pour prendre les sujets les uns après les autres. C'était exactement ça. L'idée, c'était tout le monde, très, esprit full stack, on va dire. Tout le monde peut tout faire et d'ailleurs même, côté PMM aussi, elle participait activement à la roadmap, au spec au début, voilà, elle rentrait dans les tickets, elle suivait les sprints, les releases et tout ça et donc voilà et toujours cet esprit-là, très, très full stack et personne ne doit être bloqué à aucun moment. Donc tout le monde doit être capable de savoir un peu tout faire. Et donc après, les responsabilités de chacun, par contre, c'était côté PM, donc c'est vraiment dans sa productive, dans sa squad, bah que voilà, il n'y ait pas de blocage et que tout fonctionne bien et que tout soit bien huilé. Et pareil, en fait, côté PMM, c'est toutes les fonctions un peu traditionnelles, bah, que tout soit disponible, que bien sûr, en fait, elle s'occupait des, par exemple, des plus grosses releases, des phases de bêta, voilà, quand il y avait vraiment besoin d'une expertise. Mais après, pour lancer une fonctionnalité, tout le monde savait à peu près quoi faire, quel outil utiliser, comment l'utiliser et tout ça. Du coup, on en a un petit peu parlé pendant ces 20 minutes, des différentes étapes de l'entreprise. Tu parlais d'enterprise, d'aller aux US. Donc j'imagine que le scope du product marketing et de manière générale de l'entreprise a évolué. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que justement le fait de faire évoluer le scope du PMM, ça a permis de répondre à ces enjeux product que vous aviez à chaque étape de croissance? Effectivement, c'est très lié, là, je vais raconter vraiment par rapport à mon expérience EasyMovie et chaque contexte est différent, tout ça. Mais si je devais résumer, il y a eu, il y avait peut-être 4 grosses étapes, mais il y a eu vraiment cette étape, passer d'une boîte, d'une entreprise service à une entreprise produit. Et donc là, c'était beaucoup gagner la confiance, convertir en interne, répandre un peu la culture produit. Une deuxième phase qui était plutôt, là, on commençait à être une entreprise produit, mais c'était maximiser vraiment le ROI de tout ce qu'on fait. Voilà, c'est comment on va rentrer dans une mentalité où on capitalise sur tout ce qui est fait, en termes d'outils, de process, on systématise, on standardise, voilà. Troisième phase, du coup, nous, c'était avec vraiment les gros clients qui sont arrivés, principalement des US, avec du coup, gros besoin en fait de métiers qu'on n'avait pas, pre-sales, solution consultant, voilà, donc sécurité, légal, appel d'offres, tout ça. Où là, ça a été pris côté aussi product marketing, mais ça a été finalement commencé à structurer un grand métier, mais en fait, qui sont en fait plein de métiers, mais qui sont pre-sales et qui sont sales enablement, quoi, vraiment, mais sur une partie plus grand compte, enterprise. Et la quatrième phase, donc là où même la product marketing travaillait vraiment pour les US et travaillait principalement pour les US parce que ça venait de là. Et en fait, c'était encore une fois ces besoins de très bien connaître son marché. Donc finalement, c'est presque back, retour à l'étape numéro 1. Mais donc voilà, parler avec tous les clients, comprendre voilà quels étaient vraiment les besoins en termes légal, par exemple, est-ce qu'on devait vraiment répondre à tout ou pas, où il y avait, on se faisait noyer sous les documents à remplir, quoi. Donc on savait pas trop. Et du coup, dernière étape, c'est un peu le cycle finalement, comme un peu l'étape 2 d'optimisation et de maximiser les ROI. Et ça, le faire, mais du coup, réaligner tout entre les deux pays. Voilà, il y a un moment où on faisait un peu du sur-mesure au début, mais donc du coup, aux US, ils vendaient plus exactement la même chose qu'en France. Et donc c'est pas grave quand on lance les US. Après, quand même, pour avoir une seule entreprise, et on était une bonne centaine, mais ça reste petit pour avoir presque 2 offres et tout ça. Et donc là, c'était comment réaligner tout le monde et comment faire vraiment l'aspect global, quoi, l'aspect vraiment partout. Et voilà, avec cette grosse partie-là. Et puis là, c'était vraiment rendre les PM complètement autonomes, avoir des relations fluides. Voilà, que tout fonctionne vraiment bien. Là, ces 4 étapes, du coup, ça s'est passé en combien de temps environ? Ça s'est passé en 4 ans à peu près. C'était presque une année par étape, quoi. Et si c'était à refaire, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Ouais, très bonne question. Je pense qu'en fait, encore une fois, c'était très lié au contexte, mais le fait de recruter en fait très très tôt quelqu'un au product marketing, c'était super important. En tout cas, nous, vraiment, pour ce qu'il fallait faire, et je pense que ça a permis en fait d'éviter le gros piège qui était de faire que de la livraison, de la delivery, et vraiment d'être parce que forcément, en fait, côté produit, on avait énormément de retard. Voilà, les commerciaux étaient habitués à vendre des choses qui n'existaient pas. Donc voilà. De se forcer finalement à rentrer par le product marketing, ça a forcé à structurer mieux, à prendre plus de recul, à vraiment être en contact des clients et éviter le piège justement de l'équipe tech et un peu couper du monde dans son aquarium et ça. Donc ça, je pense que c'était une bonne chose. Après, moi, un truc que je ferais différemment, donc dans toute cette première phase très d'évangélisation avec les commerciaux, il y avait aussi beaucoup de quoi, c'était de la conduite du changement. Il y avait beaucoup
de one-one, quoi, d'entretien individuel, d'accompagner les commerciaux individuellement et tout ça. Et ça, du coup, moi, je le laissais pas mal à la product marketing. Si je devais le refaire, moi, je prendrais, personnellement, donc moi, j'étais CPO, mais je prendrais cette partie-là, individuelle, pour en fait dégager et rendre vraiment les actions product marketing que sur le transverse, le global et tout ce qui avait plutôt un effet levier. Je pense qu'il y a eu, et c'était normal, hein, et c'était presque bien aussi, mais il y a eu du coup les commerciaux, les client facing qui du coup en profitaient pour sursolliciter. Il y avait, il y a une super relation du coup qui s'est créée de confiance, mais du coup ça a aussi ralenti un peu l'approche plus systématique. Puis c'est aussi usant. Et côté product marketing, il y avait plusieurs fois où du coup c'est toujours très bien passé, mais il y avait beaucoup de discussions de attention, tu vois, là je suis en train de dériver presque sales, quoi. Et les sales ont bien compris que mon accompagnement, c'était génial pour eux et tout ça. Sauf que du coup, j'arrive pas à avancer sur mes autres missions, pas mal de frustration, tout ça. Ça, typiquement, c'est un truc que je ferais différemment. Et après, d'autres choses, ouais, je pense plein de petits trucs, mais non, pour le coup, après le reste, c'est plutôt bien passé. C'était vraiment une bonne expérience. Et justement, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs qui sont face aujourd'hui à des enjeux comme ceux qu'on vient d'évoquer, ce serait quoi? Ça rejoint peut-être un truc que je ferais différemment. Mais en fait, il y a énormément de sujets pour le product marketing et je pense que c'est encore largement sous-exploité. Et alors, ça dépend encore une fois des gens et tout ça, mais moi, encore une fois, j'avais recruté quelqu'un qui était un peu aussi PM, PMM, donc cette approche un peu full stack. Et il y a plein de sujets qu'on prenait pas forcément dans la roadmap product, on va dire global, parce qu'on n'avait pas assez de ressources dev, mais un peu comme en fait le fait d'avoir recruté une PMM presque dès le début, ça a aussi forcé certaines choses. Là, je pense que en fait d'assigner des ressources techniques, donc vraiment de développement côté PMM, en fait, ça aurait débloqué plein de sujets qui sont super importants. Typiquement, en sales un peu grand compte, les espaces de démo, c'est toujours une galère, c'est toujours voilà. Voilà, sur, j'en sais rien, mais plein d'expérimentations, plein de choses, où là, c'était la seule limite aussi, côté product marketing, fallait faire rentrer ça dans les équipes produits, où les PM, c'était un truc un peu en plus, mais eux, c'était pas dans leurs objectifs, dans leurs OKR de base. Les développeurs qui travaillaient dessus, c'était pas forcément ce qui les excitait le plus, mais parce que si, encore une fois, tu vois, ils n'étaient pas été recrutés là-dessus. Et donc là, d'avoir, de la même manière que certaines équipes growth avaient des équipes de développement, des développeurs un peu dédiés avec une certaine mentalité un peu différente d'autres équipes très produits, un peu run ou autres. Là, ouais, moi, je ferais bien des gens plus dédiés côté technique. Et d'ailleurs, maintenant, il y a de plus en plus de no-code, donc pourquoi pas aussi les fameux product builders, mais vraiment travailler un peu plus main dans la main avec le côté marketing. Et voilà, et mon autre conseil, ça serait en fait, on passe énormément de temps côté produit. Alors, c'est peut-être mon défaut à moi, mais je pense que ça peut s'appliquer quand même à d'autres, à vouloir construire de la nouveauté, quoi. Parce que c'est excitant, parce que voilà, même tout le monde, les sales, tout le monde demande ça en fait, d'avoir des nouvelles choses à annoncer et tout. Et je pense qu'on passe pas assez de temps à repasser en fait sur tout ce qui est déjà qui existe. Donc repasser, et là il y a un vrai boulot product marketing. Parce que c'est bon, repasser, il y a ça on le fait souvent côté produit, mais un peu sur l'usage et tout ça, et limite si c'est pas utilisé de tuer. Mais par exemple de revoir un peu même le positionnement et de la même manière que quand on sort des nouveautés, il y a toujours en fait pourquoi on le fait et quels sont les critères de succès. En fait, de le repasser un peu à la moulinette, de tout ce répertoire un peu de fonctionnalités ou de piliers de valeur. Ah, est-ce que c'est toujours pertinent par rapport là à nos clients, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à notre proposition de valeur? Et donc finalement, comment ont évolué les critères de succès? Et finalement, ces fonctionnalités, est-ce qu'elles y répondent toujours, quoi? Et donc faire un peu cette partie-là, je pense que ça pourrait aller dans le scope aussi product marketing, encore, tu vois, très dedans et hands-on, quoi, vraiment très opérationnel aussi dans les squads, dans les feature team, product team, je sais pas comment on les appelle, mais ça, je pense que c'est une bonne chose. Et ça serait un conseil. Alors moi, je l'ai pas appliqué jusqu'au bout, mais c'est un des trucs que que je serais excité de mettre en place. C'est vrai que c'est difficile de réussir à travailler sur la nouveauté parce que le produit évolue toujours et de se dire toujours un pas de côté, de se dire en fait ce qu'on a livré il y a 2 semaines, il y a 3 mois, il y a 1 an, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens l'utilisent? Donc oui, je suis complètement alignée avec, avec ce conseil. Ouais, ouais, et puis même en fait, si les gens l'utilisent, c'est arriver à sortir un peu des alertes de les gens l'utilisent, mais
mais il commence à y avoir un décalage avec notre proposition de valeur. Et donc même si les gens l'utilisent, c'est très bien, mais du coup ça veut dire que si c'est en décalage avec notre proposition de valeur, ça veut dire que justement le potentiel d'amélioration, il est assez énorme. Et on pourrait en apporter encore plus de valeur. Donc plutôt en fait que d'aller chercher de la nouveauté, le passage de 0 à 1, en plus il est compliqué. Là en fait on a un levier hyper facile d'avoir vraiment de l'impact sur des métriques business, parce qu'on sait qu'on a déjà les utilisateurs, on sait qu'il y a déjà le besoin, c'est validé. Mais voilà, réorienter ça un petit peu vers la vraie proposition de valeur de ce qu'on vend au tenter. Merci pour ce conseil et de manière générale pour ce retour d'expérience, Emmanuel. C'était super intéressant et je pense que ça va inspirer et donner un pas de recul sur ce que c'est que le rôle de product marketing, à quel moment il arrive, parce que c'est, je trouve, une manière dont on entend peu parler. Donc, c'est super intéressant de t'avoir eu au micro du podcast. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un très bon moment. Si ça te va, on peut passer aux 3 petites questions de la fin. Avec plaisir. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi? Les personnes, je sais pas parce que justement, c'est du contenu que j'ai assez peu vu pour l'instant, mais moi, il y a un sujet, alors je suis très B2B de base, mais moi j'ai pas mal évolué vers le toujours un peu grand compte, mais on va dire mid-market à enterprise. Et tu vois, j'aimerais bien voir quelqu'un qui a fait de l'enterprise et du très SMB en B2B pour voir un peu les différences, qu'est-ce qu'il faut appliquer, tout ça. Et on peut même aller un peu plus loin, mais c'est vraiment B2B versus B2C, quoi. Un peu comme là, tu as eu un épisode, la juste différence France-US. Bah voilà, faire un peu ça, ça je trouverais ça assez sympa, moi. Ça m'intéresserait bien en tout cas. Quelles ressources ou livres tu recommandes? Alors des livres business, produits et tout ça, j'en lis pas beaucoup. Je lis pas mal d'articles de blog, un peu à droite à gauche, des classiques à la Intercom typiquement. Par contre, j'écoute beaucoup de podcasts. Moi, ce que je recommanderais, c'est, alors il y a plein de podcasts dont le tien qui sont géniaux, côté produit. Maintenant, ils commencent, côté français aussi à avoir, une grosse base. Après moi, j'aime bien les podcasts un peu transverses, un peu business, et typiquement, il y a Business War qui est un podcast, américain qui est hyper bien en fait, qui compare, 2 grandes entreprises, très connues et qui voit un peu, comment ils se tirent la bourre, les choix qui sont faits, et voilà et ça fait réaliser plein de choses je trouve et par exemple sur le product marketing, ce côté, je trouve que ça analyse très bien en plus, qui est très délibéré, donc vraiment des choix qui sont faits et on voit les conséquences. Et ce qui appartient vraiment aussi à la chance et au contexte. Et parfois, il y avait des choses qui faisaient sens et puis ça marche pas, des choses qui faisaient pas de sens et puis en fait c'est ça qui va marcher. Ça, je trouve ça super sympa. Et voilà. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est aller se nourrir un peu ailleurs. Donc, faire des side projects, typiquement, c'est génial parce que justement, ça permet d'aller vendre et toujours se frotter à ça et faire de l'associatif ou c'est voir vraiment d'autres choses. D'autres façons aussi de faire du product marketing, mais même du product, on va dire. Et enfin, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour, te remercier, pour, te poser, davantage de questions sur ces sujets? LinkedIn, du coup, mon profil, Emmanuel Dissoubraine, hein, vous me trouvez assez facilement. Merci encore Emmanuel pour ton temps et je te dis à bientôt. Merci à toi Carlotta, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci